On est le 26 octobre 2001 aux États-Unis. Un événement majeur vient de secouer le monde entier, bouleversement radicalement l'histoire géopolitique, culturelle, mais aussi artistique des États-Unis. Et du coup, bien peu d'Américains ont envie d'aller au ciné en ce moment. Surtout pas pour y voir l'histoire d'un gamin et de son ami imaginaire qui lui annonce la fin du monde proche, dans un film sombre et cryptique dont la bande-annonce présente un incident impliquant un avion. Dans un film sombre et cryptique dont la bande-annonce présente un incident impliquant un avion. Clairement, Donnie Darko, premier film du cinéaste Richard Kelly, il tombe mal, il tombe très très mal, et rien d'étonnant à ce que ses premières semaines d'exploitation seront assez catastrophiques. Sauf que sa bizarrerie, son symbolisme, sa folie, vont quand même sauver sa carrière, notamment grâce à l'Europe. L'Europe sera friande de Donnie Darko, et aussi grâce au format VHS qui va lui offrir une seconde vie quelques mois plus tard. Et surtout, offrant à Richard Kelly un statut de voix très très atypique en fait dans le cinéma indépendant américain. Richard Kelly dans Donnie Darko, il impose déjà un univers très instable, hanté par le temps, par la fin du monde, par une forme de désintégration du réel, et pour son deuxième film, il veut rester sur la même idée, et Hollywood lui donne les clés. Un budget conséquent, un vrai regard sur le casting, et surtout, une liberté créative quasi totale. Et Richard Kelly, qui en demandait pas tant, va utiliser cette nouvelle liberté qu'on lui donne comme un gamin qu'on lâche dans un magasin de jouets, sauf que le magasin en question, c'est l'Amérique post-11 septembre. In the aftermath of the nuclear attacks in Texas, America found itself on the brink of anarchy. Kelly a l'idée d'un film somme, un film total, hyper ambitieux, une fresque sur l'Amérique post-11 septembre, un objet hybride qui va mêler science-fiction, satire politique, comédie noire et apocalypse mystique. Et il a tellement d'idées, le gars, qu'avant même de lancer et de terminer l'écriture du film, il invente l'idée d'une série de comics écrits donc par Richard Kelly lui-même, qui servira de prequel pour poser toutes les idées qu'il a et que le film ne pourra pas contenir. Des comics prévus pour sortir au même moment que le film pour faire un petit peu le buzz. Juste avant d'aller plus loin, si vous avez bien le temps de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, toutes les vidéos sont comme ça où on est hyper actif. Bref, on donne à Richard Kelly quand même quasi 20 millions de dollars nécessaires, parce que son film, qu'il intitule Southland Tales, il le pense comme un commentaire de la pop culture américaine de l'époque. Et pour commenter la pop culture américaine de l'époque, il faut des stars de la pop culture américaine de l'époque. Et ça coûte cher. The Rock, Justin Timberlake, American Pie, Sarah Michelle Gellar, Moby, il te met tout ça dans un mixeur, il te cale toute l'Amérique des années 2000 là-dedans, il secoue, c'est prêt. Et l'écriture du film, lui, il la pense comme une accumulation. En fait, Southland Tales est un empilement d'idées sans grande hiérarchie, sans grande organisation logique. La fin du monde, la guerre en Irak, la surveillance de masse, la propagande médiatique, la religion. Je veux dire, le script de Southland Tales, c'est un capharnaüm total, et avant même d'être tourné, le film est déjà difficile à appréhender. Ladies and gentlemen, this is the way the world ends. Not with a whimper, but with a bang. Les acteurs arrivent sur un plateau où le ton est pareil, difficile à cerner parce que la frontière entre sérieux et parodie est constamment brouillée, et ce qui frappe dans les témoignages de tournage, dans ce que disent les acteurs, c'est quand même cette sensation que personne ou presque ne comprend vraiment le film dans sa globalité. En fait, chaque acteur joue sa partition, il joue son rôle, sans trop savoir où ce qui vient de tourner s'intègre dans la narration, sans trop savoir ce que Richard Kelly va faire de ce qui vient de tourner. Les acteurs jouent leur partition totalement déconnectés d'un récit global. Et ça, ok, c'est un parti pris. C'est un grand parti pris qui pourrait fonctionner même dans un cadre très précis, dans un cadre expérimental, dans un film sans grand enjeu financier où vraiment l'expérimentation fait partie intégrante du projet. Mais sauf qu'ici on parle d'un film destiné à une sortie internationale avec les plus grandes stars de leur époque, avec des vraies attentes commerciales, avec une exposition médiatique, avec des passages obligés et des avant-premières dans des festivals comme Cannes par exemple. Et c'est là où le décalage, il devient assez brutal. Le film sera projeté en avant-première mondiale au Festival de Cannes 2006. Et il est pas terminé. Vraiment, avant la production, il est pas terminé. Richard Kelly se donne à fond, mais impossible de terminer le film. Il manque des effets spéciaux, il manque des clés narratives. Le timing, il est trop serré. Donc, Richard Kelly présente une version longue, une version brute, une version
incomplète, la projection va être un désastre. Les critiques parlent d'un film incompréhensible, prétentieux, la salle se vide, ceux qui restent se moquent du film, c'est un vrai désastre, hein, vraiment. Et le problème, c'est que quand ça se passe comme ça, en quelques heures, la réputation de ton film, elle est scellée, quoi. We've got a perimeter breach at Caltrans building. I repeat, we've got a perimeter breach. Grid 99071. Faut quand même imaginer, et je reviens une petite seconde là-dessus, la méchanceté pure des critiques, quoi. Moi, on dit que des fois, je suis méchant avec les films. Les amis, moi, j'ai jamais dit les phrases que les critiques disent. Les critiques presse lâchaient sur Southland Tale. On y lit, par exemple, c'est le plus gros et le plus moche bordel que j'ai vu de ma vie, rien que ça. Il y en a même un qui a balancé Southland Tale est tellement nul que je me demande si Richard Kelly a déjà rencontré un autre être humain. Mais c'est fou! Vraiment, c'est d'une gratuité. Et donc, Richard Kelly retourne en salle de montage, pauvre chat. Il coupe, il remonte, il essaye de sauver ce qui peut l'être, il promet au public que la projection de Cannes n'était pas du tout le film tel qu'il est réellement, mais le mal est fait. Bon, Southland Tale sort en salle, carnage. Carnage critique, et surtout carnage au box-office. Je rappelle, budget officiel, 17 millions de dollars à peu près, et à l'international, le film va ramener, préparez-vous, 350 000 dollars. 350 000 dollars dans le monde entier. C'est vraiment un massacre. Un massacre. Et pire que tout, Southland Tale détruit la crédibilité de son auteur. Parce que les critiques l'anéantissent. Et du coup, il peut pas se réfugier derrière ce statut de film incompris, de petit trésor que le public n'a pas su capter, parce que les critiques de l'époque le tuent et considèrent que le petit mec un peu prometteur derrière Donnie Darko est en fait qu'un mec ultra prétentieux, imbu de lui-même et involontairement ridicule. Et pourtant, le temps passe, et au fil des années, beaucoup, comme moi, retournent vers Southland Tale, et enfin, et beaucoup trop tard, certains comprennent, 5-10 ans plus tard, le génie du film. Actor turned soldier pilot Adeline was critically wounded during battle in Iraq yesterday by shrapnel from a grenade thrown by a soldier in his own unit. Parce que oui, Southland Tale est un film génial. Alors ouais, le postulat de base, il est chaotique, une machine à énergie révolutionnaire qui dérègle la rotation de la Terre, ouvrant une faille dans la 4e dimension, un acteur amnésique qui crée un scénario prophétique sur la fin du monde, des flics, des révolutionnaires, des stars du porno, des poéticiens corrompus, tout ça vraiment mixé avec brutalité dans un espèce de Los Angeles dégueulasse en état de décomposition totale. Dit comme ça ressemble vraiment juste à un espèce de gros délire, oui je suis d'accord. En un sens ça l'est. Ce serait très facile de considérer Southland Tale comme un gros délire où les scènes s'enchaînent sans logique apparente, où les dialogues semblent déconnectés de ce qui se joue à l'image, un film dissonant où chaque plan donne légèrement l'impression d'être à côté en fait, comme si le film lui-même était en train de se désagréger. Je veux dire, ce serait très facile de considérer que tout ça c'est juste un profond échec. Mais pour moi, le simple fait que ça soit palpable et que quelqu'un réussisse à comprendre tout ce qu'il considère être comme des défauts du film, c'est déjà une bonne partie du truc. Maintenant, faut faire la démarche de comprendre pourquoi le film est comme ça. Parce que quoi qu'on en dise et quoi qu'en disent les critiques de l'époque, ce chaos-là, il existe, hein. Évidemment, les dialogues volontairement décalés de ce qui se passe dans l'image, c'est voulu. Mais ce chaos-là, il est jamais gratuit. Tout est réfléchi. La mise en scène de Richard Kelly, elle repose finalement sur un concept assez simple. Montrer un monde qui ne fonctionne plus. Et pour ça, il va dérégler tous les outils du cinéma. A bisexual nation living in denial. All because of a bunch of nerds. A bunch of nerds who got off a boat in the 15th century and decided that sex was something to be ashamed of. Visuellement, le film, il oscille vraiment entre deux extrêmes. D'un côté, un esthétique très clip, très pop, vraiment saturé et presque vulgaire dans son accumulation d'images. De l'autre, des moments vraiment hors du temps, en fait, de pure suspension. Ouais, le temps, il se fige, où le film bascule dans une forme de poésie étrange et un peu mystique. Cette dualité, moi, je trouve qu'elle crée évidemment un déséquilibre constant qui participe à l'impression que le film ne tient jamais vraiment debout. On peut avoir l'impression qu'on est face à un film qui se cherche en permanence. J'ai surtout, moi, l'impression que Richard Kelly filme un monde qui n'a plus aucune cohérence et qui se désagrège peu à peu. Et que le choix de ne pas choisir dans l'esthétique et dans les idées, c'est un vrai parti pris qui donne un sacré cachet au film quand même. Un sacré cachet dystopique, cette impression de pur flottement, de pure hypnose. Moi, je l'ai vraiment vécu comme une hypnose, la fois où je l'ai revu, Southland Tale. Impossible de détourner les yeux de l'écran, quoi. Ce côté film suspendu dans le temps,
Je trouve ça très très fort. Et je trouve que ça se retrouve même, cette espèce de volonté de dérégler tous les codes dans la direction d'acteur aussi. La star The Rock, qui est utilisée complètement à contre-emploi, parce que c'est une coquille vide sans identité, là où un film américain devrait justement avoir misé à fond sur le fait qu'il y a The Rock dans son film. Timberlake, qui est dirigé d'une façon qui n'a rien de naturel, du coup ce serait très facile de penser qu'en fait c'est juste un mauvais acteur. Mais non, en fait, non, juste Kelly ne cherche pas le naturel. Il cherche le décalage, il cherche l'étrangeté, il cherche à faire vivre cette sensation que les personnages eux-mêmes ne sont même plus en phase avec le monde dans lequel ils vivent. Et ça, pardon, hein, mais quand tu le vois comme ça marche du tonnerre. Hein. Et puis voilà, faut aussi parler de ce que Southland Tale raconte en fait, pour comprendre la mise en scène anarchique de Richard Kelly. Et c'est pour moi ça qui fait de ce film un vrai geste artistique. Je veux dire, ce chaos, cette surabondance, cette confusion permanente, c'est pas des défauts accidentels, c'est le sujet du film. Richard Kelly filme une Amérique qui ne comprend plus ce qu'elle est devenue, une société saturée d'images et d'informations et de discours contradictoires, une société incapable de produire du sens, avec une politique spectacle, avec des icônes pop qui deviennent des fausses figures révolutionnaires, avec des corps qui sont des simples symboles, le corps de Timberlake et The Rock par exemple. Et je trouve que ce qu'il veut montrer, c'est-à-dire l'effondrement du monde en douceur et lentement, c'est hyper palpable dans Southland Tale. C'est un monde qui n'a plus aucune cohérence, le monde qu'il filme. Et les personnages, qui sont incapables de comprendre ce qui leur arrive, ils agissent comme si de rien n'était. Je pense à cette scène assez connue du dirigeable, où ça fait vraiment la fête en survolant une ville qui sombre dans le chaos le plus absolu. Une élite qui célèbre pendant que le monde brûle, très très actuelle en 2026, encore plus actuelle en 2006. Et c'est pour ça qu'on est sur un film totalement post-11 septembre, parce que Richard Kelly filme le monde d'après. Il filme une Amérique traumatisée, qui a basculé dans la paranoïa, dans la surveillance permanente, et dans une forme de délire sectaire. Et je trouve que ce propos, il est même pas forcément hyper subtil quand tu regardes, c'est même hyper explicite avec l'attentat fictif qui ouvre le film, et qui provoque ce dérèglement. Cette perte de sens, cette perte de logique, ce chaos narratif, il vient de ça. Il n'y a plus aucun repère dans Southland Tale. On est sur un monde qui, après un choc historique majeur, a déjà commencé à se désintégrer de l'intérieur sans même s'en rendre compte, et c'est pour ça aussi que le film a été rejeté à sa sortie, parce que c'est un film qui refuse toute zone de toute forme de confort en fait, qui va pas te donner les clés. Il impose une expérience brutale, radicale, parfois épuisante, ok, ultra confuse certes, mais c'est quand même un geste de cinéma à valoriser absolument, je trouve. Et l'après Southland Tale, il est hyper brutal pour Richard Kelly. Il est assez symptomatique de la manière dont Hollywood traite ses accidents, ses échecs. J'en aimais quand même. C'est vraiment le sujet de toute une série que j'ai fait sur cette chaîne qui s'appelle Blacklisted. Bref, en quelques semaines, Richard Kelly passe de jeune cinéaste prometteur et une voix totalement différente dans le ciné indépendant américain à cinéaste incontrôlable, beaucoup trop prétentieux, ridicule, imbu de lui-même et incapable de se plier aux contraintes industrielles. Alors il fera bien un autre film, il va essayer de faire The Box, qui est en vrai complètement une tentative de réintégration dans le système. Un récit plus sage, un contexte plus explicite, une mise en scène beaucoup plus classique. Bon, ça suffira pas, le film recevra lui aussi un accueil mitigé, et surtout, je trouve que c'est un move très contre-productif, parce que ça suffira pas auprès des studios à effacer l'ombre Southland Tale, et ça va décevoir les amoureux de la folie furieuse de Richard Kelly dans Donnie Darko ou Southland Tale. Avec The Box, il va se faire rejeter à la fois de ses fans et à la fois des studios. Il va se faire rejeter de toutes parts, ça va encore plus l'isoler. Donc Richard Kelly disparaît progressivement des radars, enchaînant les projets avortés, les scripts non produits, et au final, des années de silence. Alors, Southland Tale, pour moi, il reste un témoignage précieux. Un exemple hors norme d'un artiste total qui a une liberté entière, un budget très confortable et qui en a livré un film sans aucun compromis. Peut-être brouillon, peut-être extrême, peut-être un peu trop long parfois, ok, mais qu'importe en vrai. Aucun film ne ressemble à Southland Tale et c'est pour ça qu'il mérite largement d'être découvert aujourd'hui. Non pas comme un grand chef-d'œuvre caché, oublié par l'histoire, comme on a l'habitude de les traiter sur cette chaîne. Plutôt comme un film malade, qui capte une époque, une angoisse, une perte de repères et qui a choisi de traduire ça. Un film dysfonctionnel, ok. Un film dysfonctionnel, ok. Mais aussi parce que le monde qu'il filme ne fonctionne pas non plus. Un film tellement malade qu'il a complètement détruit la carrière de son réalisateur.